Salut Fabien. Salut Véronique. La semaine passée, on a parlé de planification à vélo. Donc, ça peut sembler complexe faire une planification à vélo. Évidemment, vélo ou tout autre sport, ben, pour nous, c'est un peu notre poutine quotidienne. Et pour que les gens comprennent bien, c'est quoi l'importance d'avoir une planification qui est basée en fonction de ses capacités? Bon, en fait, dans un premier temps, ça va être d'éviter de faire le surentraînement. Donc, on veut pas que on se brûle dès le départ. Donc, c'est faire une progression adéquate selon les niveaux et pas faire tout la première semaine pendant une semaine, 7 jours sur 7, puis à la fin, on est écœuré parce que on est allé beaucoup trop haut, trop loin et trop souvent. Donc, c'est de progresser tranquillement. Ça va éviter les blessures associées au surentraînement, au niveau psychologique aussi. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit un peu avant, c'est aussi de travailler toutes les faiblesses. Donc, c'est de s'assurer que on vient rééquilibrer le tout de ce qu'on a perdu en hiver, de s'assurer que les bases sont là avant d'aller faire le défi en tant que tel. Parce que c'est évident que si on est un peu plus faible en endurance, ben, faire 100 km par exemple, ça va être compliqué. Faut réajuster la balance. Excellent. Maintenant, cette semaine, on va aborder les rudiments du vélo. Tous les petits termes techniques qu'on devrait connaître et qu'on devrait s'assurer que ça rentre dans notre préparation physique. Donc, on pourrait commencer par expliquer aux gens ce qui en est du VO2 max, soit notre consommation maximale d'oxygène. Tout à fait. En fait, ce que ça veut dire, c'est la capacité qu'on a de transférer l'oxygène de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'aux muscles. Et en fait, ça nécessite trois groupes. Le pulmonaire, donc tout ce qui est respiratoire, au niveau cardiaque, donc le cœur, le système sanguin, et après on a le groupe musculaire. Chacune de ces composantes doit être améliorée. Ça fait sinon des effets d'entonnoir ou un peu effet gaspillage. Donc s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, ben il y a un surplus qui arrive aux muscles, par exemple, mais que les muscles sont pas en mesure de le traiter assez rapidement, ça sert à rien. Donc, c'est de l'améliorer complètement partout. Puis ce qu'on veut quand on fait du vélo, c'est d'avoir un bon VO2 max pour justement être capable de traiter cet oxygène-là, vu que c'est un sport d'endurance. Exactement. Est-ce qu'il y a des tests que tu comptes suggérer aux gens de faire avant la préparation physique? Tu sais, c'est toujours le fun de comparer notre avant-après. Dire au début, j'étais là, puis hey, j'ai progressé, je suis rendu là. On a deux tests en vélo là, qui sont assez connus. Soit c'est le 10 km à bloc, donc c'est le temps que ça va te prendre pour faire 10 km sur le vélo, ou faire un test de palier, donc de PAM, pour savoir un peu, c'est un peu plus spécifique, on veut chercher un peu la puissance, mais si on n'a pas, par exemple, la puissance, donc normalement, on augmente de 30 watts à chaque 3 minutes, mais on peut un peu le transférer pour voir l'évolution, donc c'est de le prendre sur un vélo de spinning, par exemple, et de faire en fonction des résistances, par exemple, et voir jusqu'à où on peut maintenir une certaine cadence sans arrêter. Et ça nous donnerait un résultat de ça. Fait que ceux qui, exemple, voudraient faire le premier test que tu as parlé, le 10 km, qu'est-ce qu'il y aurait besoin pour pouvoir réussir ce test-là en termes de données? Alors, en termes de données, ce qui va être intéressant, ça va être au niveau de la fréquence cardiaque moyenne. Ça va nous donner un objectif. Ensuite de ça, c'est de savoir le temps que ça a pris pour faire ça. C'est un estimateur du niveau. Puis après, c'est évident que si vous avez, par exemple, des capteurs de puissance, ça va nous rapporter la puissance moyenne que ça vous a fait sur les 10 km. Fait que ça prendrait ces trois-là? Exactement. Fréquence cardiaque, temps et puissance. Ouais. On pourrait rajouter la cadence, mais c'est plus pour voir si vous êtes capable de maintenir une certaine cadence pendant un certain temps. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ça, la cadence, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de tours qu'on fait en pédalant. Donc, c'est, mettons, 100 tours à la minute. Donc, c'est ce qu'on recherche un peu au vélo. C'est entre 90 à 105 tours minute de pédalage. Quand, exemple, les gens ont un vélo stationnaire, c'est ça qui est le RPM, la rotation par minute. Exactement.
OK. Puis ça, comme tu dis, 90 à 100 RPM, est-ce que c'est tout le temps? Quand est-ce qu'on veut avoir ce barème-là? En fait, on le veut tout le temps. C'est celle qui est la plus efficiente et qui a été démontrée scientifiquement que c'est celle qui permettait le plus d'avantages au niveau musculaire, transfert d'énergie. C'est sûr que selon la morphologie de tous et chacun, si on est plus grand, on peut descendre un peu plus bas parce qu'on va utiliser plus les longueurs des membres, donc un peu plus en puissance et moins en flexibilité. Mais on reste que 90, 105, là, c'est le meilleur au niveau de l'efficience. Quand on fait du vélo, c'est important de regarder cet aspect-là. Exactement. OK. Par rapport au deuxième test de palier, c'est quoi les choses que les gens vont avoir besoin pour pouvoir faire ce test-là? Alors, si vous avez un capteur de puissance et que vous avez une base de vélo, normalement, il y a des programmes qui se font assez facilement, ça augmente de 30 watts à chaque 3 minutes. Si vous l'avez pas, je peux vous le transférer, j'en ai des exemplaires, dépendamment de la plateforme que vous utilisez. Ou si c'est sur un vélo de spinning, vous pouvez faire la même chose avec votre résistance. Ça sera un peu moins précis au niveau des données concrètes, mais ça va nous permettre quand même d'avoir une bonne idée sur l'entraînement à l'intérieur. Et il y aurait un vélo stationnaire de base, ça serait d'avoir sa puissance puis d'augmenter les résistances? Exactement. OK. Mais dans ce test-là, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on part à, mettons, 90, 95 ou 100 de cadence. Puis à partir du moment où on commence à ralentir, le test, il s'arrête. Ça veut dire qu'on n'est plus en mesure de maintenir cette cadence-là. Donc, on prend la minute où on s'arrête. Ça nous dit à quel niveau on va être exactement. Et entre chaque palier, en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre la fréquence cardiaque. Donc, ce que ça nous donne, c'est que à tel niveau, tu es à telle fréquence cardiaque, à tel niveau, tu es à telle fréquence, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et ça nous donne une estimée de où sont tes zones d'entraînement, qu'on va en parler dans une prochaine capsule par la suite. C'est ça l'importance des fréquences cardiaques. T'sais, nous, on travaille beaucoup avec ça parce que ça nous permet de voir où est-ce qu'on se situe dans l'intensité, histoire de s'entraîner à la bonne intensité. C'est vraiment important. Oui. Surtout quand on n'est pas aussi développé que certains coureurs ou cyclistes professionnels ou des amateurs qui ont acheté tout le matos, qui ont des capteurs de puissance. La fréquence cardiaque reste quand même le plus fiable en données. OK. Parfait. Fait qu'on a parlé de la cadence. Est-ce qu'on a parlé, on pourrait parler de la position? Oui. Alors, dans le vélo, il y a deux positions. Il y a la position assise que tout le monde connaît majoritairement, qui est, on va dire, la plus simple à maîtriser. Puis ensuite, il y a la position en danseuse, qui est quand on se lève sur les pédales. Celle-là est un tout petit peu plus complexe et je vais plus vous les aborder dans nos vidéos que j'ai faites, où j'explique clairement les différences entre chacune de ces différences-là, au niveau de la cadence, au niveau de la fréquence cardiaque, parce que quand on se lève, on utilise beaucoup plus tout le corps que quand on est assis, donc la fréquence cardiaque va un peu augmenter, des choses comme ça, donc ça va prendre en compte. Mais vite de même, là, comme quand est-ce qu'on utilise lequel? La danseuse peut être utilisée dans, on va dire, 2 ou 3 situations. On la voit souvent lors des gros sprints. Les coureurs vont se mettre debout pour générer plus de puissance sur les pédales. Ça, c'est un premier moment. Ou en deuxième moment, c'est quand on monte des côtes. Quand les pourcentages sont très élevés, on va se mettre en danseuse pour aller chercher justement plus de puissance. Mais dépendamment des types de coureurs ou de cyclistes, il y en a qui vont préférer rester assis, d'autres vont préférer être en danseuse. Ça va dépendre un peu de tous et chacun. OK. Parfait. Les groupes musculaires qui sont utilisés au vélo? Non, on va aller très rapidement. C'est sûr qu'il y a les jambes, donc tout ce qui est quadriceps, fessiers, les ischio-jambiers, on a un peu les mollets, dépendamment en fait de si vous avez des cales ou pas, parce que si vous avez des cales, ça permet de faire ce qu'on appelle le pousser-tirer quand on pédale,
versus quand on n'a pas de cale, on peut juste faire du poussé. Donc, on va utiliser différemment les groupes musculaires. L'avantage des cales, justement, c'est qu'on vient rajouter un groupe musculaire lors de ces phases-là. C'est plus efficace. Exactement. C'est plus, on va dire que au lieu de faire juste un demi-cercle de pédalage, on va faire un cercle complet. Donc, on permet de travailler plus, mais en même temps, on permet d'alléger la charge de l'autre jambe. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un groupe musculaire qui va aider l'autre jambe lors de la poussée, et ainsi de suite, et vice-versa. Versus si on fait juste pousser, ben c'est juste pousser, 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 pousser. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et c'est pas seulement les jambes, en fait, parce qu'il faut utiliser aussi les abdos, il faut utiliser le dos, il faut utiliser les bras pour garder la position. Si on n'a pas d'abdos et que c'est tout le temps, on met tout le temps de la pression au niveau du guidon, on va commencer à avoir des engourdissements au niveau des mains, au niveau des coudes, au niveau des épaules. Ça peut être aussi une mauvaise position, mais ça peut être aussi, vous supportez pas votre charge dans votre position. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous vous laissez appuyer sur le guidon et non l'inverse. Donc, il faut travailler aussi le haut du corps, mais comme c'est un sport d'endurance, mais aussi qu'on doit prendre en compte le poids du corps, on veut pas avoir des gros muscles en haut parce que on va être trop lourd pour pousser. On veut que ça soit fort, très endurant, mais pas gros. Sinon, ça sert à rien. Pas hypertrophié, là. Exactement. Vraiment en endurance. OK. Donc, si on résume, on veut connaître notre VO2 max et on veut travailler avec nos fréquences cardiaques pour justement être dans la bonne zone. Exactement. Quand on fait du vélo, autant en préparation que lorsqu'on est sur la route, c'est important d'avoir le wattage qu'on fait. Ça nous aide à nous guider en plus de la fréquence cardiaque. Tout à fait. Puis, il y a différents types de positions qu'on va rentrer plus en profondeur pour les gens qui vont recevoir leur programme de vélo. Ils vont avoir l'approfondissement de ces deux types de positions-là, la danseuse ou la version assise. Oui. C'est bon? Oui. Excellent. Bien, merci beaucoup. La semaine prochaine, on va parler d'intensité et des 7 zones d'entraînement. Tout à fait. Parfait. À la semaine prochaine.